Français, il n'y aura plus de militaires, il n'y aura plus de désert, il n'y aura plus jamais de guerre. Les gens de tous les pays, jaunes, noirs et blancs unis, en se tenant par la main, auront supprimé la faim. Ce sera beau, ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires, il n'y aura plus de désert, il n'y aura plus jamais de guerre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il n'y aura plus jamais de guerre dans un futur proche, j'espère. Nous sommes ravis de vous retrouver dans notre émission francophone qui s'adresse aux quatre coins du monde, Kama, Québec, Europe et Océanie. Dans cette émission, nous présentons un nouveau modèle politique qui a pour objectif de faire de la planète Terre un paradis pour tous les humains, sans exception. Et ce modèle s'appelle le paradisme. Le paradisme est fondé sur cinq piliers qui sont l'amour, le progrès scientifique, le partage, la guidance génocrate humanitariste et le bonheur. Dans les émissions précédentes, nous avons évoqué ces cinq piliers et vous pouvez les revoir ou les voir sur notre chaîne YouTube, Les Ambassadeurs du Futur. Alors pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, cette idée de paradisme s'appuie sur le contenu des messages délivrés en 1973 à Raël par le représentant d'une civilisation scientifique avancée. Que disait ce message? Nous avons été conçus scientifiquement par une civilisation avancée, les Elohim, qui ne sont pas des dieux, mais des scientifiques venus d'une autre planète. Grâce à leur savoir et à leur parfaite maîtrise de l'ingénierie génétique et de l'ADN, ils ont créé toutes les formes de vie sur Terre, dont l'être humain à leur image. À travers l'histoire, ces scientifiques, Elohim, ont envoyé des prophètes, une quarantaine, parmi lesquels Bouddha, Moïse, Jésus, Mahomet, Kimpavita, donc des prophètes hommes et femmes, et enfin Raël en 1973 pour guider l'humanité et préparer son avenir. Alors aujourd'hui, nous sommes entrés dans ce qu'on appelle l'ère de l'Apocalypse, un mot qui signifie révélation et non pas fin du monde. Depuis 1945, donc l'humanité maîtrise la science atomique. Nous avons atteint un niveau de connaissance qui nous permet de comprendre notre origine sans mysticisme et de choisir maintenant entre l'autodestruction et un avenir radieux. Pour officialiser ce contact et marquer une nouvelle ère d'épanouissement, les Elohim nous demandent, si nous voulons, la construction d'une ambassade, un lieu de rencontre entre eux et nous. Ce sera le point de départ d'une humanité consciente, libérée des souffrances inutiles et tournée vers un futur de bonheur, de progrès et d'harmonie. Alors le message raélien est un appel à embrasser notre véritable nature, celle d'être créé pour vivre dans la joie, l'amour et la connaissance en harmonie avec l'infini. En suivant cette voie, nous ouvrons la porte vers l'infini des civilisations extraplanétaires prêtes à nous accueillir dans une fraternité cosmique. Alors si c'est pas enthousiasmant, ça. Alors, le mois dernier, nous avons parlé du cinquième pilier du paradis, qui est le bonheur, en nous tournant vers le bonheur personnel. Et aujourd'hui, nous allons parler plus spécifiquement du bonheur sociétal. Et d'abord, pour commencer, on va regarder les différentes significations du bonheur à travers les âges, dans un petit film que Evangelos va nous mettre. Depuis toujours, l'humanité cherche le bonheur, mais sa définition a évolué à travers les âges. Dans le bouddhisme, le bonheur réside dans la pleine conscience de l'instant présent et la libération de la souffrance. C'est le nirvana. Dans l'Antiquité, alors c'est différent. Les philosophes grecs et romains distinguent le bonheur durable du plaisir éphémère. Aristote parle d'épanouissement. Épicure prône une vie simple. Et les stoïciens prônent l'acceptation du destin. Sur un autre continent, en Kama, Afrique, dans les traditions africaines anciennes, le bonheur passe par l'harmonie, la justice et le partage.
Les grandes religions monothéistes, judaïsme, christianisme et islam, enseignent que le bonheur absolu se trouve après la mort, au paradis. On revient en Europe, au XVIe siècle. La Renaissance et les grandes découvertes transforment la vision du bonheur. Avec la colonisation et l'essor du commerce, la prospérité matérielle devient un nouvel idéal. On avance dans le temps. Au XVIIIe siècle, à l'époque des Lumières, le bonheur n'est plus seulement une affaire individuelle. Il devient un droit et un objectif politique. La démocratie et l'État-providence émergent à ce moment-là comme des moyens de garantir le bien-être collectif. XIXe siècle, avec l'industrialisation et les inégalités croissantes, Marx et d'autres penseurs révolutionnaires voient le bonheur, eux, comme une question de justice sociale et de lutte contre les inégalités. XXe siècle, le bonheur devient un droit. Après les deux guerres mondiales et les horreurs du XXe siècle, le bonheur est reconnu comme un droit universel. On parle alors de droits de l'homme, de paix, et la psychologie commence à s'intéresser au bien-être mental. Fin du XXe, le bonheur est le confort matériel. Avec la société de consommation, le bonheur semble de plus en plus lié à la possession de biens matériels. La publicité nous vend l'idée qu'avoir plus, c'est être plus heureux. Mais cette quête du bonheur par la consommation montre ses limites: stress, burn-out, anxiété. Alors, la médecine et l'industrie pharmaceutique s'emparent du sujet, proposant des solutions chimiques pour combattre le mal-être moderne. C'est l'essor de Big Pharma. Et aujourd'hui, donc le bonheur devient un champ de recherche. Les sciences du bonheur étudient ce qui nous rend vraiment heureux, mêlant psychologie, neurosciences et sociologie. Aujourd'hui, à l'ère numérique, les réseaux sociaux transforment le bonheur en une mise en scène. Ne pas être connecté peut être perçu comme une forme d'exclusion. Alors finalement, le bonheur a traversé les âges sous de nombreuses formes: spirituelles, matérielles, politiques, médicales, numériques, et aujourd'hui, il devient une science. Et si finalement la clé du bonheur venait d'ailleurs? L'enseignement de Maître Yarel nous invite à découvrir une autre vision du bonheur inspirée d'une civilisation avancée. Voilà, donc l'histoire du bonheur est assez complexe et diffère suivant les continents, les religions, etc., les siècles. Donc nous-mêmes, nous avons vu donc dans notre émission le mois dernier que le bonheur était inscrit dans notre ADN humain et qu'être heureux était une décision de notre part et aussi une discipline. Alors maintenant, prochaine étape, comment atteindre le bonheur sociétal? En d'autres mots, comment la société peut-elle aider en favorisant un climat propice à la culture du bonheur? C'est ce que nous allons développer ce matin et je laisse la parole maintenant à Jean-Pierre et à nos invités. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette émission. Très heureux de vous accueillir. On est 24 ou 25, je crois, ce matin. C'est super. Eh bien, le bonheur. Marilyn, merci ce petit voyage dans le temps parce que tu nous as fait voir un petit peu comment les êtres humains, qu'ils ont été, donc, je dirais, sortis des laboratoires de la deuxième génération, c'est-à-dire ceux qui sont venus après le déluge, où ils ont compris que ben, il fallait qu'ils prennent en main leur existence. Leurs créateurs les ont guidés pendant un certain temps pour qu'ils se mettent debout, se redressent et comprennent où ils étaient et comment vivre sur cette planète. Ils leur ont confié cette planète, ils leur ont prêté, loué, et puis ils leur ont dit maintenant, grandissez, et puis devenez heureux, devenez heureux. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui n'était pas spontanément, je dirais, comment dire, fixe, permanent. C'est quelque chose qui bouge. La notion de bonheur, c'est quelque chose qui bouge, hein, et ils ont mis dans le code génétique cette capacité à être heureux, hein, c'est en nous,
Mais ce qu'il y a, donc le cheminement de la vie fait qu'avec tous les aléas qu'on rencontre, les difficultés, le deal, on est dans un chemin initiatique qui est extraordinaire, hein. On est parti donc debout d'un laboratoire là, et puis on nous a confié une planète. Et puis on nous a dit maintenant grandissez là-dedans parce que figurez-vous que vous allez le découvrir au fur et à mesure de votre progression. Vous allez atteindre à un moment donné par votre expérience un niveau où vous allez être presque aussi puissant que nous, hein, et vous pourrez partir à votre tour dans l'espace, réaliser ce pourquoi vous êtes là. Parce que vous êtes là pas pour rien. Toutes les humanités naissantes eh bien, vont découvrir un chemin initiatique qui va les amener à comprendre qu'un jour, elles vont partir à leur tour dans l'espace, dans l'univers, pour porter la vie, et puis peut-être encore bien plus, puisque les Elohim nous donnent quelque chose de fantastique dans l'un des derniers messages remis à Raël, c'est l'année dernière, je crois. Vous êtes la conscience de l'infini, la conscience de l'infini, c'est-à-dire la capacité à regarder ce qui se passe dans cet univers infini et de voir ce qui s'y passe et quoi faire dedans. Et puis aussi, ils nous disent également quelque chose d'important, vous êtes aussi les instruments de l'infini. C'est-à-dire, et ça c'est une phrase pour moi qui a été vraiment énorme dans ma réflexion, être l'instrument de l'infini, ça veut dire quoi? Il nous donne aussi un exemple extraordinaire dans les messages. Nous sommes capables de bouger des systèmes solaires entiers, scientifiquement. Waouh! Bouger des systèmes solaires entiers. Ça ne se fait pas pour rigoler, ça. C'est que c'est une importance. Ben, effectivement, quand on y réfléchit, nous sommes peut-être le système immunitaire, en fait, à notre niveau, dans cet infini milieu où nous sommes, où nous devons peut-être rétablir des déséquilibres naturels qui se font et autres. Enfin, ça, c'est Jean-Pierre qui parle. Mais c'est vraiment ce que je ressens maintenant quand j'entends vous êtes aussi les instruments de l'infini. C'est pas rien, hein. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de gigantesque devant nous, un horizon extraordinaire qui ne peut que nous rendre, je dirais, heureux de pouvoir dire, c'est pas que se lever le matin, aller à l'école apprendre, ensuite aller travailler, ensuite vivre jusqu'à la retraite et puis ensuite s'éteindre. Non, il y a quelque chose de géant qui est derrière et avec une science, une technologie extraordinaire que l'on peut, comment dire, maîtriser et devenir à notre tour des consciences agissantes de l'infini. Le bonheur, pour moi, le bonheur, c'est quelque chose qui est extraordinaire aussi dans le message des Elohim. C'est on vit dans un bain d'amour. L'univers, actuellement et pour toujours, c'est un bain d'amour. C'est comme si c'était une étendue d'eau et là, on est des poissons qui naviguons dans cette eau, dans ce bain d'amour. C'est un bain c'est un diapason. Il est là, il est naturel et il est bienfaisant. Toute la nature reçoit en fait la bienfaisance de ce bain d'amour qui est généré par l'univers infini. Et nous, de temps en temps, avec nos soucis, nos difficultés, nos rencontres un petit peu difficiles ici et là, eh bien, on sort de ce diapason et puis on se crée des tas de problèmes. C'est là où justement il faut être en mesure de pouvoir comprendre que on peut, nous, individuellement, dire ça suffit, je ne me laisse pas embarquer par des illusions, par des pensées négatives ou autres. Je suis capable de vivre en harmonie dans ce bain d'amour qu'est l'univers infini. Vivre dans cet infini, oui. Être heureux dans cet infini et en être responsable, oui, mais il y a du monde autour de nous, il y a plein de gens autour de nous, il y a une société, et c'est là aujourd'hui, ce soir, on va parler avec nos invités de cette société et sa place, quel rôle elle a aussi pour nous aider à être dans ce climat de bien-être, pour pouvoir être dans un climat le plus disponible possible pour vivre en parfaite harmonie avec. Nous avons des invités de marque ce soir, comme chaque fois, enfin cet après-midi, comme toutes les émissions. Quelques-uns, je ne vous les présente pas parce que vous les connaissez, mais ça fait rien, je vais quand même leur demander, pour ceux d'entre vous qui ne les connaissent pas, de se présenter. Alors, qui va prendre la parole en premier pour déjà se présenter, et puis on va démarrer tout de suite derrière. Allez, Milov, je te sens. Bonjour à tous, donc je suis Milov, je suis au Canada, donc c'est le matin pour moi, un petit peu plus frais. Et puis ben, je suis à l'origine docteur en immunologie et virologie. Je suis également une artiste, donc j'ai les deux volets en un seul. Et je suis la représentante du paradisme au Canada, en tout cas. Donc voilà pour ma présentation, en tout cas. Merci, Milov. Super.
Qui prend la suite? Ananta? Voilà, donc je suis Ananta, je vis en France, donc en Europe. De métier, je suis naturopathe et je suis le coordinateur paradisme pour la France. Merci. Euh, Ben, oui, je suis Karim Ouattara à l'état civil. J'aime bien me faire appeler Ekra Kwadio, le nom de mes ancêtres. Et je suis raélien de la planète vivant en Kama. super. Il manque quelqu'un à l'appel. Oui, moi, Fanny, alors, moi, je suis raélienne depuis 37 ans ou 38 ans, je sais plus exactement. Je vis dans le sud de la France et mon activité, en dehors de celle de mon implication au sein du mouvement, notamment à travers le paradisme, je donne aussi des cours de yoga, méditation, j'anime des cours auprès de 3 clubs. Voilà. Merci, merci tous les quatre. Vous allez nous régaler, nous parler donc du paradisme et notamment de ce volet qui est le bonheur, mais le bonheur vu par la société. Alors, d'emblée, je vous pose la question à tous les quatre, vous répondrez à votre convenance. Ça veut dire quoi, en fait, le bonheur et la société? Qu'est-ce que la société a à voir avec cette notion de bonheur? Pouvez-vous nous dire quelle est ce qu'elle peut faire pour nous aider à ça? La Je vais prendre la question. parole alors. Oui. Selon moi, il y a plusieurs aspects. Un des premiers, c'est que personnellement, en tout cas, ça a toujours été ça depuis que je suis toute petite, si la société autour de moi n'est pas heureuse, mon bonheur n'est pas complet. Je ne peux pas, depuis que je suis enfant, ça se voit, il y a encore des expériences qui se font où tu as deux enfants, ils ouvrent l'assiette, il y a quelque chose de caché, il y en a un, il a trois beignes et l'autre, il a rien. Mais l'enfant qui a les trois beignes, instinctivement, va partager. Il peut pas être heureux simplement parce qu'il a ses trois beignes et laisser l'autre ne pas avoir à manger, quoi. Donc, et ça, c'est naturel. Donc, il y a cet aspect-là que pour moi, mon bonheur, au jour le jour, je peux être heureuse. Mais de savoir que quelqu'un est malheureux à côté de moi va entacher sur mon bonheur. C'est, je peux être heureuse, mais j'aurai toujours quelque chose en arrière qui fait que je peux pas être entièrement heureuse si quelqu'un souffre. Donc ça, il y a cet aspect-là. L'autre aspect, c'est que ben, la société, on peut changer la société de manière à ce que tout le monde soit heureux. Donc il y a un aspect, moi, personnel, mon influence sur la société, et il y a l'aspect de la politique, le côté social, sociétal, qui fait que il faut continuer à y croire, parce qu'on peut changer le monde. Il n'y a pas que Gandhi ou des John Lennon qui changent le monde. Tout le monde peut être un Gandhi, tout le monde peut être un John Lennon ou toute autre personne qui nous vient à l'esprit, qui pour nous a marqué l'histoire, dans le sens de la joie, du bonheur et en tout cas, tous ces aspects-là. Donc, on peut l'être. C'est pas juste, ah, mais c'est lui. Non, non, on peut le faire et la société peut changer. Et il faut juste être capable de voir c'est quoi qu'on peut changer dans la société pour qu'on y arrive. Mon introduction. Super, c'est super. J'adore. Karim, tu veux te lancer? Oui, bien entendu. C'est important d'être heureux. Le bonheur, c'est quelque chose de central, de capital. Je dirais même que nous sommes créés pour être heureux et tout ce que nous faisons, c'est vraiment pour le bonheur. Et dans les enseignements du maître Aya, comme tu as eu à le rappeler en introduction, c'est l'être humain qui crée son bonheur lui-même. Parce que la grande différence entre le bonheur et la joie, c'est que le bonheur prend ses sources à l'intérieur de nous-mêmes, alors que les joies sont toujours liées à des facteurs extérieurs, comme avoir une belle voiture, une maison, recevoir un cadeau. Tout ça ce sont des facteurs extérieurs. Ça ne fait que générer de la joie et c'est limité dans le temps. Par contre, le bonheur, il vient de l'intérieur.
C'est-à-dire, il n'est pas connecté à quelque chose d'extérieur. À partir de ce moment, chaque individu peut très bien créer son bonheur s'il s'entraîne bien à le faire. Voilà, parce que nous sommes naturellement heureux quand nous naissons et que nos besoins de base sont satisfaits. Mais en grandissant, la société nous a appris à penser. Et chaque fois que nous pensons, nous nous coupons de notre bonheur, de ce bonheur naturel. Donc, c'est clair que chaque être humain peut créer son bonheur. Maintenant, je voulais partager quand même une image. Vous êtes en train de pratiquer du yoga ou bien vous êtes assis calmement en train de savourer l'instant présent. Et puis, il y a quelque chose qui vient vous toucher, une petite braise, un feu. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pouvez continuer à savourer votre bonheur, sachant qu'il y a une braise qui vous touche la peau? C'est pas possible. Voilà. Donc, même si un être humain est capable de générer son bonheur tout seul, l'environnement joue un rôle important, un rôle capital. La société dans laquelle nous vivons, il est important de pouvoir configurer cette société-là, former cette société pour que chaque individu puisse pleinement générer son bonheur. C'est vrai, l'humanité a évolué. C'est fini le temps où on courait après une biche pour la battre, où on devait chasser la nuit le gibier et tout ça. Aujourd'hui, quand vous avez besoin de viande, vous rentrez dans un supermarché, automatiquement, vous achetez la viande que vous voulez. Donc, la société a beaucoup progressé, on nous a facilité la vie, la science nous a facilité la vie, et nous arrivons à un point crucial de l'évolution de notre société. Vous avez eu à le rappeler aussi avec l'énergie atomique. Ça vient avec tout un tas d'inventions scientifiques, avec une invention magnifique que nous découvrons ces temps-ci là, qui s'appelle l'intelligence artificielle et qui va supprimer tous les emplois. Et donc, aujourd'hui, c'est important, la société capitaliste dans laquelle nous vivons, qui est génératrice de stress, d'angoisse et qui nous coupe de notre bonheur, il est important que grâce à l'IA, grâce à ces nouvelles inventions-là, on puisse formater une nouvelle société qui va nous permettre de garantir le bonheur de chaque individu. Voilà, c'est ce que j'ai à dire sur ce sujet. Magnifique. Belle introduction. Ananta, de ton côté, qu'est-ce que tu vois? Comment tu vois ça? Je considère la société, je sais que mon amie Fanny va développer ça beaucoup plus que moi. La société, en fait, c'est un grand corps composé de petits corps. Les petits corps sont des entités de bonheur individuel qui créent donc une grosse entité de bonheur collectif. Mais les deux sont étroitement liés puisque si les petites entités individuelles n'arrivent pas à atteindre leur bonheur individuel, elles vont avoir du mal à nourrir un bonheur collectif. Et en retour, le bonheur collectif doit venir nourrir chaque entité de bonheur individuel. Donc c'est assez complexe. Voilà, je me pose la question aussi sur ça. Bonne question. Fanny, Oui, alors, mais en fait, j'ai bien aimé ta petite vidéo, Marilyn, que tu nous as présentée, parce que on voit que sous la notion de bonheur, il y a un tas de définitions qui sont données, quoi. Mais il y a aussi beaucoup d'illusions. Et moi, je me dis, nos créateurs, les Elohim, nous proposent cet exemple de société qu'est le paradisme. Donc, eux, étant passés par les mêmes difficultés que nous avons connues, que nous connaissons encore aujourd'hui en termes d'agressivité, surpopulation, etc., euh, ils sont arrivés à créer un paradis pour vivre de manière paradisiaque. Donc, non seulement grâce à leur niveau scientifique atteint, mais j'ai envie de dire surtout grâce à leur niveau de sagesse, grâce à leur niveau de conscience. Donc, ben oui, le bonheur, alors comme l'a bien dit Karim, en fait, le bonheur, c'est d'abord une question individuelle, c'est le bonheur qui est en soi, ça vient de l'intérieur, c'est quelque chose à développer. Mais comme l'a dit Milov, on peut pas être complètement heureux si on a à côté de nous un voisin qui meurt de faim. Et
Et pour reprendre aussi ce que vient de dire Ananta, moi, effectivement, j'aime bien comparer notre humanité à un grand corps composé de cellules que sont les êtres humains. Ben, il suffit de regarder comment fonctionne notre corps, encore une fois. Il y a toutes les cellules qui sont là, très diversifiées. Les cellules du cœur qui n'ont rien à voir avec celles des poumons et des intestins. N'empêche que elles œuvrent toutes en parfaite collaboration les unes avec les autres. Donc il y a un partage naturel, harmonieux qui se fait et qui permet à l'ensemble de notre corps d'être en pleine forme, en vitalité, de cultiver ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre intérieur. Ben, si on faisait la même chose pour notre humanité, on pourrait très vite la guérir. Donc pour moi, au niveau de la société, la première chose à faire, c'est cette notion de partage, c'est-à-dire de distribuer non plus que les richesses restent entre les mains de quelques individus, alors qu'il y a des milliers de gens qui meurent de faim. La première chose à faire pour moi, c'est la distribution des richesses. C'est une répartition équitable des ressources pour que chaque être humain puisse d'abord et avant tout avoir de quoi manger, se loger, s'habiller correctement. Parce que s'il n'a pas ça, ça veut dire qu'il est dans un problème de survie. Il peut pas s'épanouir si il sait pas comment il va manger demain, ou s'il n'a pas un toit sur la tête, ou s'il souffre. Donc la société doit commencer par lui assurer ça, et aujourd'hui on a les moyens de faire en sorte que tout le monde ait largement de quoi manger, se vêtir et se loger très confortablement. Et à partir de là seulement, le cerveau devient intuitif, inspiré, créatif, et là, il va pouvoir s'épanouir. Non seulement ça, mais en s'épanouissant lui-même, il va permettre aussi l'épanouissement des autres, parce que quand on s'épanouit, très souvent, on a envie de partager. Et là encore, on va pouvoir bénéficier du fruit des créatifs, des inventeurs, des chercheurs, et le bonheur va s'expandre de manière exponentielle à l'échelle de la société. Voilà, dans les grandes lignes, pour le Merci départ. Fanny. Mais là, toutes et tous, là, vous êtes en train de dire que bon, le bonheur, c'est quelque chose qui doit être facilement, je dirais, comment dire, réalisable. Mais on est dans une société quand même avec des principes, des idées, un historique, une histoire, des conditionnements et autres. Euh, Quelqu'un d'entre vous disait, les Elohim sont passés par là aussi. Ça veut dire qu'ils ont aussi dû, et ils nous disent aussi que toute humanité naissante sera amenée dans son parcours à grandir, dans ce parcours à initiatique à grandir, à se développer, à expérimenter, à corriger, à mettre en œuvre des choses de plus en plus belles, mais en passant par toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans une société. Alors notre société aujourd'hui, Marilyn le disait tout à l'heure, et on est à l'époque de la révélation où on peut comprendre tout cela grâce à la science. Et qu'est-ce que vous pouvez proposer, vous, à la société en termes de raélien, dans l'idée donc de ce qui est donné par les Elohim, le paradisme, je crois. Hein, donc, qu'est-ce que vous pourriez proposer à cette société pour qu'elle puisse prendre ce virage et ne pas laisser en fait ces belles idées comment dire, en termes d'idées simplement. Comment mettre en pratique tout cela? C'est là où j'aimerais vous poser cette question. Qu'est-ce que vous allez proposer à cette société et à tous nos internautes qui nous écoutent et qui vont retransmettre ça autour d'eux? Comment vous voyez ce développement de la création de ce paradis? Ben, en tout premier, ça c'est mon côté scientifique, on va dire. Tenez-vous au courant des découvertes scientifiques. Et au lieu de simplement écouter les informations qui vont vous donner une version, celle qui est j'ai peur, c'est toujours ça. Quand il y a une découverte scientifique, c'est ça y est, qu'est-ce qu'on a encore inventé? Ah, ça y est, mais là, il y a eu un tel accident. Oui, mais tel accident sur 1 milliard d'essais. Ça, c'est comme, oui, ça peut arriver des accidents, mais sur 1 milliard où ça a marché. Mais non, ils vont pas parler du milliard, ils vont parler de, il y a ça, c'est toujours la peur. Donc moi, la première chose, c'est chacun d'entre nous, ouvrir son esprit et aller voir les deux bords, toujours. Alors l'IA, en ce moment, ça fait un tabac pas possible.
Et les médias ne véhiculent que du négatif par rapport Eh à oui, ça. eh Il n'y a oui. pas de positif ou très rare. Et quand quelqu'un va parler de quelque chose de positif, on va le dénigrer, le faire taire, et puis même, va-t'en, on t'a vu une fois dans une émission, on ne te verra pas deux. C'est comme, allez interroger les gens qui travaillent dans l'IA. Voyez pourquoi ils font ça? Les scientifiques sont des visionnaires et sont des humanistes. L'histoire du scientifique fou, là, c'est dans les films. C'est... Oui, il y a toujours des gens qui sont malades, mais dans tout, partout, on a des gens qui peuvent être déséquilibrés. Mais c'est rare. C'est vraiment très rare. Un scientifique, s'il n'y a pas un déséquilibre chimique au niveau du cerveau, c'est un humaniste. Vous croyez qu'il va faire 20 ans d'études pour avoir la monnaie, juste la monnaie au bout? J'ai fait plus de 20 ans d'études et j'ai pas un salaire adéquat par rapport à mes études. Donc, c'est pas l'argent qui m'a motivée. Ce qui m'a motivée, c'est d'aider mon prochain, de trouver des solutions pour sauver les gens, pour les guérir. De moi, c'était le cancer, c'était au niveau épigénétique. C'est, je veux aider l'humanité. Donc, l'IA, elle vous fait peur. Pas de problème, je comprends qu'elle puisse faire peur. Effectivement, il y a des risques. Quoi qu'on fasse, il y aura toujours des risques. Vous prenez votre voiture ce matin pour aller à votre travail ou aller voir votre grand-mère, il y a un risque. Vous pouvez avoir un accident. Mais en même temps, votre voiture, elle vous amène d'un point A à un point B. Donc, allez écouter les gens qui travaillent pour l'IA. Pourquoi ils font ça? C'est quoi leur motivation? C'est quoi que ça peut apporter? Donc oui, il y a des risques, mais arrêtez de focaliser sur le risque. Tout le monde prend l'avion. Il y a des risques. Pourtant, c'est le moyen de transport le plus utilisé au monde. C'est oui, et il y a une raison à ça. Ben, l'IA, c'est la même chose. Donc déjà, que chacun d'entre nous, on prenne conscience de ça et qu'on le fasse, ce petit effort de dire, OK, je t'ai écouté, le non, là. Je t'ai bien écouté, je l'ai bien compris parce que ça m'est bien rabâché. Maintenant, je veux entendre c'est quoi le oui. Et après, me rééquilibrer moi-même, faire mes propres choix et savoir en toute conscience, ben, connaître mon propre avis en toute conscience. Parce que l'IA, c'est extraordinaire, les amis. Si vous vous renseignez, c'est impressionnant ce qu'elle peut faire. L'IA, en ce moment, sauve des vies. Elle est plus efficace que moi en laboratoire. Mettez des IA. J'ai de la difficulté à avoir un médecin de famille actuellement. Donnez-moi une IA. Elle va me sauver la vie si j'ai quelque chose. Bien plus efficacement quasiment qu'un médecin. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, j'ai beau être docteur, j'ai pas toutes les connaissances dans ma tête et je peux pas faire des liens entre toutes les connaissances que j'ai réussi déjà à acquérir, sans compter les connaissances que j'ai pas. Une IA peut le faire. Une IA, c'est un ordinateur, elle prend toutes les connaissances, ce que je ne peux pas faire, et elle est capable de faire les liens entre chaque connaissance et de trouver des solutions. Elle a déjà trouvé des remèdes. Elle a déjà diagnostiqué des cancers à des gens où le médecin n'est pas capable de le faire. Elle a déjà sauvé des vies. Elle est capable de faire des choses extraordinaires. Elle est capable d'opérer à distance. Elle est capable de... On peut tout faire avec l'IA en ce moment. On est à ça de vraiment tout faire. Et les gens ont peur. Parce que oui, effectivement, je vais perdre ma job. J'ai plus d'utilité, moi, dans un labo, là. Sincèrement. Et je suis docteur. C'est comme, oui, la seule utilité que j'y vois, moi, j'aimerais ça, là, c'est comme, j'ai le plaisir de faire de la recherche. Ça, c'est un plaisir pour moi. Au même titre que j'ai du plaisir à peindre. J'ai les deux. Je suis artiste et je suis scientifique. Mais l'IA va pouvoir m'offrir le temps pour pouvoir faire ça. Par contre, effectivement, il va falloir ajuster notre société pour que tout le monde ait la possibilité de ne vivre maintenant que dans du plaisir et développer son bonheur. Parce que si j'ai pas d'argent à la fin du mois, ben, je ne sais pas ce que je vais manger. Donc ça, c'est un problème en fait capitaliste. C'est un problème politique à ce niveau-là. Mais si on regarde en avant le bonheur, mon propre bonheur et le bonheur des autres, regardez les découvertes scientifiques, le paradis peut exister maintenant. Pas demain, pas dans 100 ans. Maintenant, on a exactement tout ce qu'il faut pour que tout le monde puisse manger, être à l'abri, être en santé. Tous les besoins de la pyramide de Maslow, là, ils sont tous là. Il resterait les derniers niveaux qui est justement le contact, le développement avec les autres, qu'on n'a pas le temps ou très peu le temps de développer quand on travaille la majorité du temps.
c'est les derniers échelons de la pyramide de Maslow là, qui sont les plus difficiles à atteindre. Mais imaginez que vous n'ayez plus besoin de travailler pour tout ce qui est en bas. Mais c'est extraordinaire, c'est l'épanouissement pour tout le monde. Donc c'est ça qu'il faut déjà développer, c'est tenez-vous au courant des découvertes scientifiques. Voyez le positif, rêvez à travers ça. Et le rêve n'est pas pour dans 100 ans. Le rêve, si on dit à son propre voisin, regarde, rêve, et qu'on fait ça tout le monde, puis qu'on y croit qu'on peut changer la société, qu'on y croit qu'on peut changer nos gouvernements en ce sens-là, dans 20 ans, c'est fait. On a la capacité. Il suffit juste de regarder. Alors, comment changer justement cette société une fois qu'on est capable de faire passer le verbe un petit peu partout et en utilisant même l'IA pour faire passer le verbe, parce que c'est ce que je fais aussi, moi je m'amuse à transmettre des quantités de données à ce niveau-là. Euh, la société est là quand même. Donc, les amis, comment vous réussissez à faire bouger les gens qui sont en place, qui ont le pouvoir, qui ont les moyens, le système actuel, et puis qui ont peut-être envie de laisser quand même les gens dans un cadre de travail, parce que le travail, c'est quand même la mainmise sur les gens de la société. Qu'est-ce que vous pouvez présenter là, pour proposer pour que on se libère de ça et même qu'on libère ces gens-là de leur volonté de dominer? Euh, Qu'est-ce qu'on propose pour que la société puisse muter? Euh, Moi, je vais quand même revenir sur une belle phrase qu'a prononcée Milov. Tous les scientifiques sont, en tout cas la plupart hein, des scientifiques, sont des grands humanistes, sont vraiment des humanistes, des visionnaires. Et j'en veux pour preuve une idée que véhicule depuis presque 15 ans, non, depuis 10 ans, c'est depuis 2015-2016, une idée que véhicule Sam Altman, le, le patron de OpenAI, qui a fait ChatGPT, le célèbre ChatGPT. Mais il propose un revenu universel à toute la population humaine. Voilà. Voici un exemple d'un scientifique visionnaire et comment dirais-je, et humaniste. Pourquoi? Parce il a tout de suite pris conscience que la révolution de l'intelligence artificielle va supprimer beaucoup d'emplois. Et donc, cette société capitaliste-là, c'est-à-dire la base même du fonctionnement de la société actuelle, le capitalisme, n'est plus tenable, ça ne peut plus fonctionner. Bon, déjà que actuellement on a de gros problèmes avec le capitalisme. Selon l'ONG Oxfam, 1% de la population mondiale détient les 99% de la richesse mondiale. C'est impensable, c'est incroyable. C'est une société totalement tordue. Voilà. Et ça va s'accélérer grâce à l'intelligence artificielle. Parce que les entreprises qui ont les moyens vont utiliser l'intelligence artificielle pour remplacer de plus en plus de personnes au travail. Et si l'intelligence artificielle est appliquée aux robots, parce qu'actuellement, on a des robots qui travaillent, qui sont des automates en réalité, qui n'ont pas vraiment hein, d'intelligence. Si on applique l'intelligence artificielle à ces robots-là, et bien là, ça sera la fin du travail de col bleu, c'est-à-dire ceux qui travaillent avec leurs mains. Déjà que l'intelligence artificielle pure met à mal le travail des cols blancs. Bon, si on rajoute les cols bleus, c'est fini, il n'y a plus de travail. Le monde sera totalement perturbé. Et donc, c'est quelque chose qui est inéluctable, qui est en cours, qui est en train de se produire en ce moment même. Vous savez, l'intelligence artificielle, ce sont les informaticiens qui le font, hein. Mais les premiers à perdre leur emploi, c'est justement les informaticiens. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle a atteint un niveau, une capacité de programmation de niveau moyen. Donc, tous ceux qui sont en dessous, on n'en a plus besoin. Et même dans une entreprise où vous avez 10 développeurs, vous pouvez les remplacer par 2 développeurs, puisque la grande majorité du travail est faite par l'intelligence artificielle. Et donc, on va arriver à une situation où il y a deux possibilités. Deux possibilités. Soit des visionnaires comme Sam Altman ou comme les Raéliens, hein, je veux dire avec à leur tête le prophète Raël,
on réussit à convaincre la population de mettre en place une nouvelle guidance, une nouvelle société avec des règles de partage, ou alors la société va se planter carrément. C'est-à-dire, dans le capitalisme, pour pouvoir vivre, il faut travailler pour avoir de l'argent pour subvenir à ses besoins. Mais si on est remplacé par des robots et que les robots produisent, mais comment est-ce que la population fait pour acheter tout ce qui est produit? Il y aura une surproduction et puis il y aura des problèmes de consommation. La société va se planter carrément. Voilà. Et le prophète propose justement une révolution pacifique. Une révolution pacifique. Et cette révolution pacifique, on peut la faire dès maintenant, c'est-à-dire à travers le monde, partout. Des êtres éclairés, des êtres qui ont compris, descendent de la rue et disent, oui, nous, on refuse de travailler. Pourquoi ce qu'un robot est capable de faire, un être humain doit le faire? D'ailleurs, le travail, c'est de la torture. Ça vient du latin tripalium, je ne sais pas si ma mémoire est bonne, qui signifie instrument de torture. Personne n'aime travailler en réalité. Personne n'aime travailler. Et donc, c'est le fait de d'avoir besoin du travail pour manger qui fait qu'on est obligé de travailler. Et donc, la peur que génère l'intelligence artificielle, elle est logique parce que la population a encore ce paradigme de travailler pour subvenir à ses besoins. Mais si les gens sont suffisamment sensibilisés, et c'est en cela que je salue cette émission, ce partage que nous faisons et que nous diffusons sur Internet, si suffisamment de personnes sont sensibilisées à une nouvelle société possible, la société du partage, mais tout va se mettre en place naturellement. J'ai bon espoir parce que aux États-Unis, l'une des plus grandes puissances sur la planète, les scientifiques se rapprochent de plus en plus du pouvoir décisionnaire comme Elon Musk. D'ailleurs, la semaine dernière, Elon Musk a sorti la dernière version de son intelligence artificielle, Grok 3, et qui, semble-t-il, bat tous les records. Hein? Voilà. Mais c'est jamais pour longtemps. Hein? C'est pour 2 semaines avant qu'une nouvelle IA vienne prendre la place. Et c'est une croissance accélérée et c'est merveilleux. Donc, on a deux possibilités. Soit on fait une révolution pacifique mondiale, ou alors la société va se planter, ça va créer beaucoup de problèmes et on sera forcé d'aller vers cette nouvelle société-là, celle où on met les robots, les intelligences artificielles au travail et on redistribue le travail, le fruit du travail de ces robots-là à toute la population à travers un revenu universel. Il n'y a pas que les Raéliens qui pensent cela. Je me permets de rebondir sur ce que vient de dire Ekra. Il y a quelques semaines, je regardais une interview d'Elon Musk, encore lui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de lui en ce moment, et donc le journaliste lui disait, mais bon, alors si effectivement avec Grok 3, l'intelligence artificielle est capable de- de faire plusieurs métiers, ça va jeter plein de personnes, plein d'humains au chômage. Et il a répondu, ça m'a scotché, c'est pour ça qu'il faudra mettre en place un revenu universel, mais pas un revenu de base, un revenu très élevé. Alors là, je peux vous dire que j'ai les oreilles qui se sont dressées. Je me suis dit, bon, ouais, alors, où il a été sur notre site, Jean-Pierre, oui, en tout cas. Et puis, oui, ce que je voulais dire par rapport à ta question, Jean-Pierre, ben, finalement, on a eu la réponse une partie de la réponse par Milov. Ça rejoint les fameux 5 piliers, hein. On a donc ces structures sur lesquelles repose le paradis, qu'on appelle les 5 piliers. Euh, la science, le progrès. Donc, c'en est un des piliers. C'est pour ça que j'invite nos auditeurs à retourner sur la chaîne Les Ambassadeurs du Futur. En tout cas, s'ils nous regardent, c'est qu'ils y sont. Mais voir les précédents épisodes. Et puis, moi, ce qui me fait toujours sourire, c'est que le premier pilier, c'est l'amour, et le dernier pilier, c'est le bonheur. Et entre, bah, c'est les outils pour arriver à joindre les deux. Mais le premier, c'est l'amour. Donc, pour répondre un peu à ta question, Jean-Pierre, déjà, la première chose, et Ekra en a parlé, eh ben, il va falloir que ce soit des humanistes qui mettent ça en place. Comme a dit Milov, avec les deux enfants, puis un qui va partager ses beignets avec le deuxième. C'est de l'amour, quoi. On sait maintenant qu'on peut appeler ça les gravitons dans l'univers. C'est ce qui nous lie tous et qui fait que tout est un.
et un et tout. Donc c'est bien. Si on veut arriver au bonheur, il faudra commencer par l'amour et après va se dérouler les outils, les marches pour aller jusqu'à la mise en place du bonheur individuel qui va donner le bonheur collectif. Merci pour ton intervention qui va parfaitement bien dans la continuité de ce qui a été dit. Hein. Cette notion donc de graviton, comme tu le dis, c'est cette notion de ce diapason d'ondes, je dirais, naturel de l'univers infini, c'est l'amour. Hein, on vit dans cet océan d'amour, comme un poisson vit dans son océan, et puis on nage dedans et on ne le sait pas, on ne se rend pas compte. Peut-être que le poisson non plus ne se rend pas compte qu'il est dans un océan, hein, qui est là pour tout le monde. C'est un apprentissage aussi, là, justement, cette notion de revoir un petit peu notre copie à propos de l'amour. Fanny, tu peux nous parler un peu d'amour, justement, de que l'humanité devrait découvrir, redécouvrir, attendre, développer. Voilà, peux-tu nous parler un peu de ça? Parlez-moi d'amour. Ben oui, euh, déjà, moi, je trouve que tous les scientifiques, euh, comme l'a dit Karim, pardon, Ekra, et comme l'a exprimé aussi Milov, ce sont deux scientifiques de haut niveau, eux, ils ne pensent qu'à aider, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à l'humanité. Donc pour moi, la règle numéro un, c'est que tous ces scientifiques soient indépendants et non plus au service des lobbies financiers, militaires. On a bien vu ce que ça a donné, hein, quand on a eu au niveau scientifique, la puissance atomique, qu'est-ce qu'on en a fait? Voilà, deux bombes sur Hiroshima et Nagasaki. Donc effectivement, on peut comprendre aussi cette peur tant que les scientifiques ne sont pas indépendants et quand ils sont encore au service de ces lobbies qui, eux, ne songent qu'à leurs propres intérêts, quitte à éradiquer une partie de la population, c'est pas leur problème, quoi. Donc, un, pour moi, les scientifiques indépendants. Deux, donc cette notion de partage qui est absolument indispensable, nécessaire et possible aujourd'hui. C'est dingue ça, mais on a vraiment les capacités de le faire. Et pour moi, aussi, c'est de pouvoir mettre en place des structures qui va aider les êtres humains à s'épanouir. Déjà en se débarrassant, en prenant conscience de leur conditionnement, de leur formatage, de leurs illusions, de prendre conscience que véritablement l'amour est là, il est partout, le bonheur est en eux, mais il faut euh, qu'il y ait des structures qui sont là pour les aider à ces prises de conscience et des structures aussi qui leur permettent justement de développer, je sais pas moi, leurs capacités sportives, ludiques, artistiques, bref, dans tous les domaines. Parce qu'en fait, ce qui est merveilleux, c'est qu'on est tous très différents. Et c'est ce qui fait la beauté de notre humanité, cette force aussi incroyable, parce que ça représente une complémentarité extraordinaire entre nous tous, quoi. Et donc, on retrouve naturellement les liens d'amour qui nous unissent, qui sont là, mais qu'on a oubliés parce que de par ces conditionnements qu'on a reçus, cette peur qui a été entretenue pendant des siècles, ce pouvoir qui a fait main basse sur les peuples. Donc, pour moi, l'amour, c'est d'abord et avant tout faire en sorte que chaque être humain et chaque peuple retrouve sa véritable identité et retrouve sa souveraineté. Voilà, pour moi, c'est l'amour à mettre en pratique. Ce que vous venez de soulever là est quelque chose de fantastique parce que là, c'est vraiment les premières briques, je dirais, de base, de solidification de l'édifice. C'est que l'amour est là, c'est la fondation. Ensuite, comme le disait tout à l'heure Ananta, il y a les trois autres piliers qui sont entre les deux, qui sont les outils, les instruments pour arriver au bonheur. Là, c'est là aussi, et vous le soulevez, la notion donc de scientifiques qui ont quelque part du génie en eux, et puis qui font ça par affection là, pour l'humanité. Ils aiment l'humanité, ils veulent faire avancer l'humanité. La gouvernance actuelle n'est pas, comment dire, établie dans ce sens-là. Le paradisme que l'on défend là
parle également aussi d'un autre modèle, tu l'as évoqué, je crois, Karim, c'est la guidance, une guidance qui est faite par des individus qui ont quelque chose de particulier. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu ce que c'est la guidance vue par le paradisme qui pourrait changer justement la direction de cette société qui pourrait entraîner tout le monde vers l'amour? Qui veut évoquer cette particularité de la guidance? Euh, la guidance, je voudrais rappeler quelque chose que Marilyn, pardon, a dit au début, dans son introduction. Elle a dit que en Kama, les conditions du bonheur, c'était l'harmonie, le partage et puis la justice. Euh, je ne sais pas si Marilyn s'est inspirée vraiment d'un village kamite, si elle a vécu dans un village kamite, mais moi, dans mon enfance, pendant que j'étais au village avec des parents, il y a des scènes qui se sont déroulées devant moi, qui ont vraiment attiré mon attention et j'ai grandi avec, je n'ai jamais oublié cela. Des enfants jouaient entre eux et puis les parents observaient. Et puis j'ai un oncle qui a attiré notre attention sur l'un d'entre eux particulièrement et qui a dit, ce petit-là, il ferait un bon chef. Parce que c'est dès l'enfance, la façon de se comporter avec ses amis, il a vu que c'est quelqu'un qui prenait soin des autres naturellement, qui s'occupait des autres, qui se préoccupait de leurs besoins, et ainsi de suite. Et donc, certaines personnes dans l'humanité ont cette aptitude naturelle de prendre soin des autres. On croit ça beaucoup plus sur les femmes. Je sais pas, peut-être que c'est parce que elles donnent la vie et donc elles connaissent bien la valeur de l'être humain, hein. Elles connaissent la valeur de la vie. Et donc, il y a des personnes qui naturellement dégagent de l'amour pour les autres. Eh bien, ces personnes-là, on doit pouvoir les identifier, leur donner l'éducation qu'il faut pour pouvoir guider cette humanité. Et le mot guide, guidance, qui a pour racine guide, est très important. Il ne s'agit pas de pouvoir, parce que le pouvoir, c'est la force, c'est s'imposer, c'est obliger. Ça, ce n'est pas de l'amour. Par contre, la guidance, c'est montrer la voie, montrer le chemin et laisser toujours la liberté aux autres de pouvoir s'engager sur cette voie-là. C'est très important que les pouvoirs descendent pour laisser place à l'amour, à la guidance. Parce que dans la guidance, il y a forcément de l'amour. Et donc, ce n'est pas tout le monde qui peut diriger. Nous sommes des milliards d'êtres humains, nous avons des facultés différentes, nous avons des capacités différentes, mais parmi nous, il y a des gens qui sont plus enclins à prendre soin des autres. Et je pense que le maître nous a suffisamment enseigné là-dessus en nous proposant de mettre les génies au pouvoir, hein. Pour reprendre encore la merveilleuse phrase de Milov, les scientifiques, c'est des visionnaires et des humanistes. Parce qu'à la base de toute création scientifique et artistique, c'est la même chose. Parce que les scientifiques et les artistes ont quelque chose en commun, c'est l'imagination. Voilà. La plupart des grandes découvertes scientifiques viennent de l'imagination, pas du cerveau pensant. Et donc, ces personnes-là ont quelque chose de spécial. Toute invention, toute création euh, scientifique et artistique, à la base, c'est l'amour. C'est l'amour qu'on véhicule. Puisque celui qui fait le moteur à explosion, son intention, c'est de pouvoir permettre aux humains de se déplacer ou de déplacer des marchandises très facilement pour rendre service. Et pareil pour la lumière, pareil pour les télécoms, pareil pour tout. C'est pour cela que le maître a dit que la science, c'est de l'amour. La science, c'est de l'amour. Voilà. Et donc, pour résumer, pour conclure hein, sur cette question, permettre aux personnes qui ont des capacités naturelles de dégager de l'amour, leur permettre de prendre soin de toute la population à travers cette nouvelle guidance planétaire. Voilà.
Si je peux rebondir sur Ekra, ça se prononce bien comme ça, hein, c'est Ekra. Oui, Si je peux oui, rebondir sur Ekra, ben oui, c'est le génie au pouvoir. C'est ce qu'on appelle chez les Raéliens la géniocratie. Donc, c'est de mettre les personnes qui ont la capacité intellectuelle de diriger, pas au pouvoir, mais en guidance, comme disait Ekra. C'est pas le pouvoir, c'est des leaders, en fait. Ils vont montrer la voie, comme a dit Ekra. Maintenant, comment on va faire ça? Tu sais, ça a l'air très imaginaire dans notre tête, là. Ça a l'air très utopique. Mais c'est pas si utopique que ça. C'est là où il faut regarder autour de nous. Quand c'est le temps de voter, là, on m'oblige à voter pour des gens qui se battent pour le pouvoir. Je ne veux pas un pouvoir. Souvent, on me dit, oui, mais tu as le devoir d'aller voter. Non, d'abord, c'est un droit. Donc, j'ai le droit de dire oui comme j'ai le droit de dire non. Et je n'ai pas à choisir l'un par rapport à l'autre parce qu'il sera moins pire. C'est comme ce que je dis quand je donne mon exemple. Je ne vais pas choisir entre le sida et l'Ebola. Non, je veux ni l'un ni l'autre. C'est tout. Donc ça, c'est un pouvoir que l'on a, nous, individuellement, le vote. Parce que ce que Maîtraya a toujours dit, ce que Raël a toujours dit, c'est que si un jour on arrive à la géniocratie, ce sera de manière démocratique. C'est-à-dire qu'actuellement, on est en démocratie. On a le pouvoir de faire en sorte que la géniocratie arrive. Donc, ça existe, ça se peut. Et il y a déjà des gens qui se présentent par rapport à ça. Je sais qu'en Europe, il y a déjà je crois, un parti par rapport à ça. Puis il y a des gens, c'est, on a le pouvoir, nous, individuellement, au moment des votes, d'influencer. Moi, personnellement, quand on me demande sida ou Ebola, ben je vote pas. Ou alors je vais voter blanc. Mais c'est un pouvoir, j'ai le droit. Je choisirai pas ni l'un ni l'autre. Par contre, regardez, quand il y en a un qui, selon vous, est plus ingénieux, un génie, on va dire, et qui veut changer l'humanité, qui a l'espoir de changer l'humanité, pas seulement son quartier. Je vais faire en sorte que telle place, il y ait de meilleurs jobs ou de telle. C'est toujours fermé ce qu'il propose, là, c'est toujours égocentrique par rapport à la. Ça, pour moi, ça a aucune capacité, ça a aucun intérêt pour l'humanité. Mais si quelqu'un me fait des solutions open comme ça, je vais faire en sorte que plus personne ne meurt de faim chez moi. Et qu'une fois que ça sera fait, ça sera ailleurs. On aidera ailleurs. Je vais faire en sorte que des choses qui sont ouvertes. Là, mon droit au vote, dis-toi qu'il va agir, là. Donc, c'est comme on a aussi le devoir d'écouter et de choisir les gens qu'on choisit parce que quand il y a des problèmes politiques, ben, désolé, mais quand mes amis me disent, ouais, mais toi, t'as pas voté, t'as raison, j'ai pas voté, c'est pas ma faute s'il fait des conneries. C'est la faute de ceux qui ont voté. Je suis désolée, c'est votre responsabilité. Moi, je ne le voulais pas. C'est c'est clair. Donc, ce droit-là, c'est ce droit démocratique que l'on a, on peut l'utiliser. Il va juste falloir ouvrir nos yeux et regarder où sont les gens les plus intelligents et les plus aidants pour l'humanité. Et puis, il y a des pays qui ont créé un ministère du bonheur. Mais ça aussi, c'est important. Est-ce qu'il y a un ministre du bonheur chez nous? Puis c'est pas du flafla, il aurait un rôle important qui serait, regarde, qu'importe quels sont les autres ministres autour, notre point essentiel est le bonheur de l'humanité, des citoyens qui sont chez nous. C'est lui qui devrait être quasiment au-dessus en disant, regardez, ce que tu me proposes là, ça va à l'encontre du bonheur de nos citoyens. Et pas, oui, oui, la majorité de mes citoyens sont heureux, genre, au détriment de quelques-uns. Non, 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 ministre du bonheur, c'est le bonheur pour tous, pas quelques-uns au détriment des autres. C'est équilibré. Donc, ce rôle-là, à mes yeux, est très important. Et il existe, hein. Il y a des pays où le ministère du Bonheur existe. Il y en a deux. Parfait. Je suis désolée, je ne suis pas dans les petits détails à ce niveau-là. Je ne sais plus quels sont les pays, mais ils existent pour de vrai. Donc, si ça existe ailleurs, je ne vois pas pourquoi ça n'existerait pas chez nous, avec des rôles bien clairs et tout ça. Et le jour où ça va arriver, ben, démocratiquement, on pourrait voter pour que des génies soient notre guidance et plus le pouvoir à imposer des lois, à imposer des façons de voir, parce que bah, c'est bien, ça va faire rentrer de la monnaie de l'autre bord. Non, c'est pas ça. Une guidance, c'est pour le bien-être de tous.
C'est ce qu'on va appeler donc la géniocratie. Enfin, c'est le paradisme par la géniocratie et l'humanitarisme. Ce que vous êtes en train d'appuyer là-dessus, c'est cette notion d'humanitarisme. Et l'humanitarisme, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour de l'humanité. Hein, ça, c'est la clé. Il ne peut pas y avoir la géniocratie sans l'humanitarisme. Parce que les génies, ils peuvent aussi déraper et être cons. Ça arrive. Par contre, dans les épreuves de sélection de ces personnages-là, la notion de génie, oui, avec l'humanitarisme, cet amour dont vous parlez, qui est essentiel, qui est le moteur et qui, comme tu le dis, Melov, c'est le ministère du bonheur est un des ministères les plus élevés qui doit exister dans un collège de guidance. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Les amis, vous avez beaucoup parlé avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'intelligence et beaucoup d'amour. L'heure est tournée à une vitesse fulgurante. D'habitude, on fait 50 minutes, on a déjà une heure. J'aimerais que vous puissiez aller en 2, 3 minutes chacun, ça fera 3 fois 4, 12. Bon, disons en 10 minutes tous les quatre, clôturer cette journée. Et puis surtout, c'est on clôture aussi le cycle complet puisqu'on aura fait les 5 piliers entièrement, 10 séances que nous avons faites. J'aimerais que vous soyez les invités hôtes pour clôturer en fait cet ensemble de parcours que nous avons fait ensemble en quelques minutes chacun. Et puis peut-être inviter les gens à y réfléchir fortement et pourquoi pas à y participer. À vous la parole. Oui, c'était une série d'émissions fantastiques, merveilleuses. J'en ai suivi quelques-unes, pas toutes, mais heureusement que elles sont postées sur la chaîne YouTube des ambassadeurs du futur. Et moi, je voudrais quand même dire en guise de conclusion que la chose la plus importante, c'est le bonheur. C'est la chose la plus importante. C'est le sujet le plus important pour notre humanité en ce moment. Pourquoi? Parce que le bonheur est la clé qui va faire venir tout le reste. Euh, Quand un être humain est dans le bonheur, quand il vit vraiment le bonheur, naturellement, il a envie de partager ce bonheur. Et en le partageant, il crée l'amour, qui est le premier pilier de le premier pilier vers le paradisme. Et puis, une fois qu'on a de l'amour, qu'on partage de l'amour, toutes les, toutes les, toutes les inventions que nous faisons, si vous voulez, toutes les découvertes scientifiques que nous faisons de la société vont concourir à enrichir euh, l'amour, à augmenter l'amour. C'est-à-dire, par exemple, quand on fait des inventions, ça sera plus pour améliorer les conditions de vie de ses condisciples. Hein. Ça fait le deuxième pilier le progrès. Naturellement, on partage. L'amour, c'est le partage. Ça fait un autre pilier. Et puis, la guidance vient naturellement. Pourquoi? Parce que le bonheur, le maître elle a dit, le bonheur, c'est un peu comme l'engrais de l'esprit. Plus on est heureux, plus on est créatif. Et plus on est créatif, plus on va améliorer les conditions de vie sur la planète. C'est quelque chose de capital. Et on n'a pas besoin des dernières inventions scientifiques, on n'a pas besoin de faire des choses super extraordinaires. Simplement le robinet. En ouvrant un robinet et l'eau courante qui vient. Ça n'a l'air de rien, mais on aura amélioré grandement les conditions de vie sur la planète. On aura amélioré grandement le bonheur sur la planète en permettant à chaque peuple, à chaque individu d'avoir de l'eau courante. Par exemple, pourquoi ne pas sacrifier certains programmes d'exploration spatiale, hein, pour redistribuer cet argent-là pour permettre à tout le monde d'avoir un minimum de conditions de vie? Parce qu'aujourd'hui, la planète produit suffisamment de ressources. Jamais la planète n'a été aussi productive sur la planète. L'humanité n'a été aussi productive. Parce que on maîtrise l'énergie, l'énergie atomique, l'énergie fossile, on maîtrise des procédés on produit beaucoup de biens, de matériel.
Mais pourquoi est-ce que la distribution est insuffisante? Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'amour, parce qu'il n'y a pas suffisamment de bonheur. Voilà. Et donc, l'amour, le bonheur, c'est central. À la limite, c'est la chose la plus importante. C'est plus important l'amour que le progrès scientifique. Parce que le progrès scientifique, sans l'amour, ça amène les bombes atomiques, ça amène les guerres, ça amène les divisions. Par contre, si c'est l'amour qui est le plus important, le plus infime progrès scientifique va apporter plus de bien-être sur la planète. Ce n'est pas la grandeur des inventions qui compte, mais c'est la façon dont on l'utilise pour améliorer les conditions de vie sur la planète. Et pour terminer, hein, on peut parler, on peut penser, on peut échanger, mais notre guide, le guide des guides, le prophète Raël, nous a indiqué un chemin, une voie importante, la plus importante même selon lui, pour pouvoir améliorer les conditions de vie sur la planète. La méditation, 1 minute pour la paix. Parce que ça encore, c'est un enseignement hautement philosophique, mais surtout scientifique. C'est de la physique quantique qu'il y a en dessous. Prendre le temps de méditer, de ressentir un bonheur intense, de partager l'amour à toute l'humanité. Imaginez simplement que les êtres humains se sentent bien et automatiquement, on agit sur l'humanité. Méditer pour la paix et on influence plus les dirigeants que d'aller dans la rue pour manifester, d'aller bousculer. C'est important aussi. C'est très important de poser des actes. Mais en méditant pour la paix, on influence plus notre humanité dans le bon sens. Voilà, c'est ce que je voudrais partager comme mot de fin. Merci. Merci, Karim, c'est vraiment merveilleux. Allez, au suivant. J'aimerais vous entendre. On aimerait vous entendre. Allez, je prends la suite, comme ça je vais rebondir sur Ekra. Mais il a tout à fait raison. Méditer pour la paix, ça peut paraître ésotérique quand on dit ça comme ça, mais en réalité, c'est scientifique. Pour de vrai, ça agit pour de vrai. Comment exactement? On ne le sait pas. Effectivement, Ikra a raison, c'est un côté quantique. Mais ça agit réellement. Donc, si on veut plus d'amour, plus de paix sur cette planète, c'est une façon d'agir. C'est une façon de faire. Et moi, mon petit mot clé que j'ai toujours eu, je crois, depuis toutes les émissions, c'est n'arrêtez pas de rêver. Rêver, c'est comme la méditation pour la paix. Si vous rêvez, votre cerveau ne fait pas la différence. Il ne fait pas la différence. Vous rêvez à un monde de paix, vous rêvez au fait que tout le monde va avoir à manger, que la science va pouvoir apporter toutes les technologies nécessaires pour la survie de chacun, que vous... C'est faisable, ne le lâchez pas, gardez-le en tête et continuez de rêver. Ce n'est pas des rêves utopiques dans 100 ans. Ça peut se faire là. Et le fait que vous y pensiez, vous influencez votre voisin au même titre que la méditation pour la paix. C'est drôle à dire, je suis une scientifique, tu sais, mais, mais c'est vrai, ça marche. J'ai pas besoin d'avoir des preuves pour tout, pour comprendre qu'il y a des choses qui fonctionnent. Ça marche réellement. Rêver. Les gens qui sont des champions olympiques, les gens qui ont fait des inventions incroyables, c'était des rêveurs. On peut tous l'être, il suffit d'y croire. Et ça, c'est la capacité de votre cerveau, c'est de la neuroscience, c'est scientifique. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas imaginatif, c'est pas ésotérique. Donc ne lâchez pas ça. Si vous pensez que on peut mettre la géniocratie en place, qu'on peut faire en sorte qu'il y ait des génies au pouvoir, des guidances plutôt que du pouvoir, qu'on peut faire en sorte que tout le monde puisse manger à leur faim, avoir un abri, être protégé et pouvoir s'épanouir dans leur bonheur, c'est faisable. Donc ne lâchez pas ce rêve-là. Comme les enfants, hein. Imitez les enfants. Redevenez un enfant. C'est comme les enfants, tout est possible dans leur vie. Tout est possible. Et c'est parce que tout est possible qu'ils y arrivent. C'est dès qu'on pense que, ah ben non, là, je suis pas capable de faire ça. Ah bah oui, tu seras pas capable de le faire. T'as décidé, t'as mis une limite, tu t'es arrêté. Donc, continuez de rêver. Comment il a fait pour réussir? Ben, il ne savait pas que c'était impossible.
Bon, ben, je reviens sur un concept d'une émission précédente où on avait bien ri avec Milov. Oui, nous voulons créer un monde de bisounours. C'est réel. C'est utilisé avec ironie quand on nous fait cette réflexion, mais non, non, c'est tout à fait ce qu'on veut. Et puis, bah, pareil, je vais reprendre mon leitmotiv des émissions précédentes. Ça rebondit aussi sur ce que disait Milov au début de cette émission. C'est n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur du paradisme, n'ayez pas peur de la géniocratie, n'ayez pas peur des progrès fulgurants, parce que c'est ce qui va nous apporter le bonheur à partir du moment où c'est guidé par l'amour. Voilà, je n'irai pas plus haut. Croyez-y. C'est ça, croyez-y surtout fortement. Et je rebondis rapidement avant de donner la parole. Mais là, me mettais une image formidable dans ma tête. Un orchestre symphonique, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'instruments qui ont décidé de travailler ensemble et qui produisent une symphonie extraordinaire. Hein, donc, on est dans la méditation sensuelle, même si scientifiquement, c'est pas encore prouvé, mais nous sommes des instruments de musique qui, en pensant à une note, viennent s'accoler aux autres notes de la planète qui pensent aussi à la même chose et ça fait une symphonie extraordinaire. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Qui n'a pas parlé? Il y a quelqu'un là qui n'a pas parlé encore. Oui, moi je viens rajouter un petit mot. Moi j'aime beaucoup ton image, Jean-Pierre, de la symphonie, parce que pour moi c'est tout à fait ça. Et en fait, je suis très optimiste, très confiante, parce qu'on y va. On y va vers et dans cette symphonie. Parce que le niveau de conscience, à travers tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on vit encore aujourd'hui, ben, le niveau de conscience augmente sur la planète. Et la preuve, c'est qu'il y a de plus en plus de... euh, de collaboration. En tout cas, on prend conscience que la collaboration, par exemple, est tellement plus fructueuse que la compétition, que la solidarité, la révolte face à l'injustice, tout ça, ça se manifeste crescendo, quoi. Donc, ce sentiment d'unité s'exprime donc de plus en plus fortement, justement avec plus que l'acceptation, mais avec l'amour de nos différences, en comprenant que on est tous, encore une fois, très complémentaires les uns par rapport aux autres. Donc, moi, je dis que oui, l'amour, de toute façon, c'est la plus grande force de l'univers. Donc, l'amour va finir par triompher. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Fanny. C'est exactement ça. Ça ne peut être que ça. Hein, l'humanité, elle a été créée par des gens qui étaient pleins d'amour. Ils nous ont mis l'amour dans nos codes génétiques. Et c'est à nous de faire vibrer ces gènes pour que ensemble on puisse exactement faire cette symphonie. Superbe. Marilyn, tu veux nous faire un petit coucou de terminer Oui, ton qu'est-ce que je micro? pourrais dire après tout ce que vous avez dit de merveilleux? Je vais rêver encore plus fort, je vais donner encore plus d'amour et je vais chanter comme des enfants. Et puis voilà, on va s'entraîner à ça, hein. On va continuer. Merci beaucoup en tout cas. Merci, merci. Voilà, bien, on a terminé ce cycle. C'était une joie remarquable. Vraiment, moi, ça m'a pris comment dit-on? Ça m'a pris aux tripes. Hein, c'est ça qu'on dit. Tout ce passage que nous avons fait ensemble là pendant 10 séances, hein, où on a parlé donc des 5 piliers du paradisme. Maintenant, les amis, c'est à vous de jouer. C'est à vous d'assimiler tout ça. Il y a un élément que je voulais rajouter. On a parlé beaucoup de conscience. La conscience, en fait, qu'est-ce que c'est? Une construction, en fait, qu'on a mis dans notre esprit qui vient de notre société. C'est la construction de la société qui nous donne, en fait, des axes de conscience. Et comme l'a dit Milov, on a actuellement un courant qui est en train d'aller vers l'optimisme, vers le bien-être, et c'est formidable. Le prophète nous amène aussi un autre élément qui est intéressant. Oui, la conscience, regardez-la, prenez-la quand elle est bonne, hein, quand elle guide vers l'humanitarisme. Mais vous avez aussi quelque chose qui est entre vos deux oreilles, c'est un outil qu'on appelle la supraconscience. Et la supraconscience, c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est laisser son esprit, son cerveau, son être tout entier se mettre au diapason de ce qu'on a évoqué tout au début, hein, de l'harmonie universelle qui existe ici dans cet univers infini. Mettez-vous à ce niveau-là et laissez parler à vos interrogations, cette supraconscience, elle va vous livrer des quantités de voies, de pistes extraordinaires qui sont issues de cette notion d'amour.
par, mais très spontanément. Là, vous n'aurez pas besoin de penser et autres. Vous mettez en état de méditation, vous pensez rien du tout, vous simplement donnez à votre cerveau dire qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer telle chose et laissez votre cerveau maintenant s'amuser à travailler, non, parce que comme l'a dit tout à l'heure, comme Karim, c'est travailler, c'est l'instrument de torture, à œuvrer, à faire une œuvre et vous allez produire quelque chose, des idées qui vont vous épater, vous époustoufler parce que ça va être votre cerveau supraconscient qui va vous livrer les meilleurs cadeaux possibles. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci aux internautes. Et puis, pour les internautes qui sont là, diffusez autour de vous tout cela. Puis, allez faire un tour sur les autres émissions sur le site, donc, les ambassadeurs du futur.org. Et puis, vous aurez tout le contenu. Merci, c'était merveilleux. Merci pour ce voyage que vous m'avez fait réaliser avec vous. C'était extraordinaire. Merci, Evangelos. Merci pour tout le travail que tu as fait dans l'ombre. Alors, je vais tenter de couper, mais ça m'embête de couper quand je vous vois tous là. Aïe, 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 c'est beau. Ah, il y en a des beaux yeux. Ce sera beau, ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires. Il n'y aura plus de désert. Il n'y aura plus jamais de guerre. Les gens de tous les pays, jaunes, noirs et blancs unis, en se tenant par la main, auront supprimé la faim. Ce sera beau, ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires. Il n'y aura plus de désert.